Politiquement, on ne sait pas où ils vont les uns et les autres, mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la gauche. La gauche le Parti socialiste, qui a fait une pression énorme pour un budget dans lequel il a beaucoup gagné, semble-t-il. Et d'ailleurs, vous en entendrez l'un d'eux qui vous dira que, effectivement, c'est grâce à eux que ce budget existe. On verra ce que compte faire la France Insoumise pour les municipales, puisqu'ils ont de grandes ambitions, semble-t-il. Et puis, on a appris ce week-end qu'une primaire était en train de s'organiser pour une partie de la gauche. Au mois d'octobre, le 11 octobre, une primaire devrait avoir lieu. Voilà, on va parler de cette gauche qui est éclatée, tout comme la droite d'ailleurs, avec nos invités. Avec Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, avec Judith Van Traube, qui est grand reporter également au Figaro Magazine, avec Wally Bordas, qui est journaliste au service politique du Figaro, du quotidien, et puis avec Benjamin Morel. Merci Benjamin d'être parmi nous, professeur de droit constitutionnel, politologue que vous entendez régulièrement et que vous voyez régulièrement à la télévision. Alors, Judith, le Parti socialiste est assez fier de ce qu'il a réussi, et pour vous en donner la preuve, on va écouter quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Boris Vallaud, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il devait y avoir 2 jours fériés supprimés, ça n'est plus le cas. Il devait y avoir une réforme de l'assurance chômage, ça n'est plus le cas. Il devait y avoir une année blanche sur les minima sociaux, sur l'AAH, sur le RSA, sur les APL. Il n'en est plus question. Il devait y avoir le doublement des franchises médicales. Il n'en est plus question. Il devait y avoir le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui avait comme conséquence de faire rentrer 200 000 Français dans l'impôt alors qu'il n'y était pas, et d'augmenter pour tous les autres les impôts. Eh bien, tout cela, grâce à notre pugnacité, au rapport de force que nous avons engagé, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été simple, que je n'étais pas assuré que nous puissions, sur ces sujets de vie quotidienne des Françaises et des Français, y arriver. Ils ont l'air satisfaits, Judith, les députés socialistes. Ils n'ont pas tort de l'être. Ouais. Ils ont réussi à imposer un rapport de force alors que l'équilibre réel des forces n'était pas en leur faveur, tout simplement parce que les Républicains, eux, ont abdiqué toute idée de bras de fer. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Le budget est marqué du sceau socialiste. J'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais c'est plutôt pour le pire, pour l'économie du pays. Il y a eu une pression intense qui a été exercée par le PS, le groupe PS en tous les cas. Tout au long des débats, il y a eu une grosse pression, et c'est vrai que Boris Vallaud rappelait les renoncements du gouvernement, mais il ne rappelle pas dans sa vidéo toutes les victoires socialistes, et la suspension de la réforme des retraites, il y a la hausse de la CSG sur les revenus du capital, ça c'est sur le PLFSS. Sur le budget, il y a la prolongation des taxes pour les grandes entreprises qui avaient déjà été votées l'an dernier sous Michel Barnier. Sur les hauts revenus aussi, il y a la généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants. Effectivement, ce budget est marqué du sceau du Parti socialiste, et ils ont engrangé les victoires tout au long du débat budgétaire. Est-ce que cela présage d'une remontée du Parti socialiste dans les sondages, d'une véritable rampe de lancement en vue de 2027? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, objectivement, le budget est largement inspiré des combats du Parti socialiste. Alors du coup, c'est quand même une défaite pour la Macronie, parce que c'est un nombre de renoncements incroyable. Oui, je Guillaume. pense que c'est d'abord une défaite pour les Républicains, comme l'a expliqué Judith, parce que les électeurs de droite ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se disent, mais à quoi ça sert d'avoir des ministres LR au gouvernement? Ouais. C'est pour avoir un budget qui est proche des idées socialistes, ou en tout cas social-démocrates. Pour les macronistes, c'est un recul, mais je pense que de toute façon, leur seule ambition aujourd'hui, c'est de durer. C'est de durer jusqu'à 2027, c'est de tenir bon, c'est d'éviter que Sébastien Lecornu soit renversé, c'est d'éviter de mettre la pression sur Emmanuel Macron pour le contraindre à une dissolution, voire à une démission. Et donc, ils sont relativement, je pense, soulagés de ce qui se passe. D'ailleurs, Sébastien Lecornu ne cesse de dire, regardez à quel point j'ai une intelligence tactique. Pour les socialistes, c'est une victoire programmatique à l'évidence, mais je ne suis pas sûr que ce soit une victoire politique, parce que la situation est extraordinairement complexe. Est-ce que leurs électeurs les créditent
de ce qui vient d'être obtenu, je ne sais pas. Le ministre du Budget n'est pas socialiste, le Premier ministre est un ancien des LR. Il y a évidemment une mesure énorme qui est la suspension de la réforme des retraites, mais est-ce que c'est suffisant pour que les électeurs classiquement socialistes disent bon bah ok ça y est, c'est le retour d'une gauche de gouvernement, on a confiance en eux pour la prochaine fois, je ne sais pas. Benjamin Morel, c'est un compromis ou une compromission ? C'est un compromis de facto, c'est-à-dire que dès le moment où vous n'avez pas de majorité absolue, vous êtes contraint d'essayer d'élargir quelque peu votre base parlementaire, tout bêtement, un, pour ne pas être renversé, deux, pour faire passer un budget. C'était une situation qui était quasiment insoluble pour Sébastien Lecornu, parce que dès le moment où vous êtes dans l'opposition, théoriquement, vous votez contre le budget. En utilisant le 49 alinéa 3, il a fait le pari d'une non-censure, mais votre poids dans une négociation en cas de non-censure est directement corrélé à votre capacité à censurer. Le socle commun était dans une position, quoi qu'il arrive, de non-censure. Donc il ne pouvait pas dealer grand-chose, alors que les socialistes, eux, pouvaient censurer. Et même s'il n'avait suffi que de 23 socialistes pour faire tomber le gouvernement, il suffisait qu'il y ait des dissidences au sein du groupe socialiste pour que ça tombe. Dans ce cadre-là, le poids des socialistes a été en effet beaucoup plus important que leur poids arithmétique, tout bêtement, parce qu'ils étaient dans cette position de charnière. Peut-être que l'erreur des LR n'est pas de ne pas avoir résisté ici, c'était trop tard, mais de ne pas s'être placé dans une position proche de celle du Parti socialiste quand, en 2024, vous aviez une situation d'ingouvernabilité. Parce que dès le moment où vous pouvez dire « là, je vais censurer », là, on peut discuter. Là, tout d'un coup, on est contraint de vous faire des concessions. Là, les concessions faites à LR étaient quelque peu inutiles parce que, in fine, ils ne représentaient aucun risque réel pour Sébastien Lecornu, alors que ce n'était pas le cas des socialistes. Si, mais oui, certes, mais ils auraient pu aussi, pour le panache, quand même, censurer. Oui, censurer, comme le dit Guillaume, dans un gouvernement dont certains de leurs ex-membres ou membres suspendus font partie, en termes de lisibilité politique, c'est quand même douteux. Vous savez, en fait, l'attitude Benjamin a raison sur le moment où il aurait fallu engager le bras de fer, qui n'est pas le dernier moment, effectivement. Ça me rappelle, vous savez, cette phrase de Margaret Thatcher sur les traités qui disait les Anglais négocient puis ils signent, les Français signent puis ils négocient. Ouais. C'est exactement ce qu'ont fait les LR. Ouais, c'est ça, ouais. Le problème, c'est que même si la direction du parti avait voulu mettre la pression sur le gouvernement, les députés, eux, disaient tout sauf une dissolution, parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus s'il y avait les élections législatives anticipées. Et donc, c'était un choix, c'est le propre d'une tragédie, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, pour Bruno Retailleau, la situation actuelle, c'est une forme de tragédie. Ou bien, il soutient le gouvernement et il donne l'impression de se compromettre et de tout lâcher aux socialistes, ce qu'il a fait, ou bien il ne le soutient pas, et dans ces cas-là, ce sont ces députés qui l'abandonnent parce qu'ils ne veulent pas retourner devant les électeurs, et donc ils refuseraient la censure. Donc il n'y avait pas de bonne solution. Ça va recommencer l'année prochaine pour le budget de 2027, comment ça va se passer ? Je ne sais pas. On dit généralement que le dernier budget avant une présidentielle, il va de soi et il est assez facilement voté. On reconduit les budgets de l'année précédente. Mais au vu de la situation politique, de la complexité des différents candidats qui fourbiront leur arme à ce moment-là de l'histoire, je ne suis pas certain que ça soit si simple que ça. Et ceux qui disent aussi que Sébastien Lecornu, a priori, au vu de la non-censure actuelle, est parti pour durer peut-être jusqu'à 2027, j'en suis pas autant persuadé que ça. Ah oui. Y a des sujets clivants, il y a une assemblée qui est coupée en trois, il y a déjà 3 premiers ministres, si on compte Sébastien Lecornu aussi, qui quand même fait les frais lui aussi de cette assemblée avant d'être renommé, qui sont tombés depuis le début de cette législature. Je n'exclus pas qu'il y ait encore des remous dans cette assemblée nationale au sable mouvant quand même assez important. Oui, imaginez l'année prochaine, quand vous aurez interviewé le candidat socialiste ou le candidat LR, et que, disant au candidat socialiste, est-ce que vous allez voter le même budget que les LR ? Il ne peut pas vous dire oui. Quoi qu'il arrive, il est en incapacité de vous dire oui, puis sinon il se coupe la tête pour la présidentielle. Il fait le cadeau béni pour Jean-Luc Mélenchon. De même que le candidat LR, s'il disait « je vote un budget avec les socialistes », fera un cadeau merveilleux au Rassemblement national. Donc il faut comprendre que cette année, ça a été une forme de moment extrêmement pacifique et bienveillant en matière budgétaire par rapport à ce que probablement sera le budget pour 2027. Alors certes, ce budget, il aura pour but d'être appliqué environ 6 mois avant qu'un projet de loi de finances rectificatif
qui quand même partira de base relativement commune, mais en viennent modifier l'équilibre. Néanmoins, eh bien, il sera fondamentalement politique et symbolique, et les questions qu'on s'est posées constitutionnellement cette année, 49 alinéa 3 ou ordonnance, on se les reposera dans 6 mois. Alors, justement, les électeurs socialistes, Sacha me souffle dans l'oreillette qu'on a le sondage et qu'ils étaient ils n'étaient pas satisfaits finalement parce qu'ils estiment que le PS a trahi ses électeurs en ne censurant pas. C'est bon pour 53% des Français d'ailleurs, c'est pas des électeurs socialistes, c'est des Français, ce qui change un peu la donne quand même. Pour le Parti socialiste, Judith, c'est pas une victoire. Cette lecture-là répond à la question. Il faudrait voir si c'est possible une ventilation. Oui, je sais pas. Je crois pas qu'on l'ait. Partisane, Là. mais 53% qui pensent qu'ils se sont trahis. Si c'est vos adversaires, si c'est des gens qui vous sont a priori hostiles, c'est pas très grave. Si ce sont des gens qui pourraient voter pour vous, c'est déjà beaucoup plus embêtant. C'est tout le pari de Jean-Luc Mélenchon, et il n'est pas exclu qu'il le gagne, avec les municipales comme premier champ d'expérimentation. Mélenchon veut faire tomber le PS. Au municipal, son objectif principal est de faire tomber les villes socialistes, peu importe qui gagne. Peu importe si ce n'est pas la France insoumise, dans bien des cas, elle n'est pas du tout en situation de l'emporter. En revanche, elle peut faire chuter le PS. Chuter les PS, oui, c'est ça. Oui, c'est toujours une position difficile chez les socialistes d'être raisonnable, parce que y a une partie de leurs électeurs qui n'en a pas envie. Quand vous prenez les grands anciens, Lionel Jospin, ça lui a pas réussi à la présidentielle d'être un socialiste réformateur, accommodant, pragmatique, réaliste, utilisez le qualificatif que vous voulez. Michel Rocard, qui n'a jamais réussi à percer face à François Mitterrand, qui promenait les Français en leur promettant des lendemains qui chantent, quitte à mentir comme un arracheur de dents. Donc c'est une attitude entre guillemets responsable. Les socialistes, par exemple, ont renoncé à des mesures aussi déraisonnables que la taxe Zuckman sur les très hauts salaires. Mais est-ce que les électeurs les suivent ? C'est pas évident. Surtout au moment d'une présidentielle où on a envie un peu de rêver. Donc aujourd'hui, pour les socialistes, c'est une situation objectivement gagnante. Mais est-ce que ça les met en bonne position pour l'échéance de l'année prochaine ? Ça, c'est pas sûr. Alors j'ai le résultat pour les socialistes. 66% selon le même sondage Odoxa estiment que ils n'étaient pas satisfaisants. Alors, ce budget. Donc ça veut dire que c'est pas bon du tout. Est-ce que le groupe est uni à l'Assemblée nationale ? Le groupe est assez uni. Il n'y a eu que 5 députés qui ont voté la censure la semaine dernière. Je pense que ça va être la même chose cette semaine. Et pour avoir parlé à des députés socialistes la semaine dernière, eux disent que les retours de terrain sont plutôt bons au sein de leur électorat et que ce qu'ils ont réussi... leur grande victoire, c'est d'avoir enfin réussi à se dissocier de la France insoumise à l'occasion de cette non-censure. C'était un point important pour eux, pour essayer d'ancrer une candidature un peu plus effectivement social-démocrate, un peu plus au centre, essayer de se séparer de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon très, très clivante et aussi, enjeu numéro 1 pour eux, essayer d'accrocher leurs autres partenaires de gauche comme les écologistes ou les communistes. Benjamin Morel, Olivier Faure qu'on voyait là à l'instant à l'écran, c'est le grand vainqueur, lui qu'on présentait comme un personnage un peu fade, un chef de parti assez peu charismatique. Finalement, depuis 2-3 ans, il arrive à ses fins. Alors, c'est un vainqueur très clairement, c'est-à-dire qu'avec Sébastien Lecornu, ils ont été les deux personnalités qui ont permis de sortir d'une forme de sclérose au moment de la chute du gouvernement Lecornuin, qui a quand même été le plus court gouvernement depuis Charles X. Donc, on était quand même dans une situation politique extrêmement désastreuse. Et là, en effet, vous avez un Olivier Faure qui est sorti grandi de ça, mais également avec des difficultés. L'usage du 49 alinéa 3, c'est d'une certaine façon sa défaite. Sa défaite contre qui ? Contre ses opposants internes. Ceux qui lui disaient « ne fais pas ça, le 49 alinéa 3, c'est pas une si mauvaise disposition constitutionnelle », c'était François Hollande, Boris Vallaud, et certains se sont fendus de quelques tribunes ou quelques déclarations dans la presse dans ce sens-là. Et là, en effet, on voit que la position tenue par Olivier Faure ne pouvait pas être tenue jusqu'au bout. Donc ça n'aplanit pas la situation interne. On parlera peut-être tout à l'heure des primaires. Sa situation là-dessus n'est pas unanimement saluée par le parti. Donc on a un Olivier Faure qui sort relativement renforcé, mais malgré tout pas tout à fait
indéboulonnable. Après, sur le sujet de est-ce que les socialistes ont gagné, ont perdu, deux considérations. On arrive à chiffrer ça en sciences politiques, hein. Je peux dire ça parce que je suis enseignant et pas politique, mais c'est pas du tout politiquement correct. La mémoire de l'électorat, elle est de 6 mois. Ah ouais. Tout ce qui s'est passé avant les 6 derniers mois, en règle générale, il y a une forme de reset. Donc la situation budgétaire de l'automne 2025 ne comptera pas pour les élections présidentielles, très probablement pas. L'autre élément, c'est que le groupe socialiste a un risque, un danger, c'est de finir isolé. Si jamais il y a l'union de la gauche contre les socialistes, en cas de dissolution présidentielle, ils sont morts. La force et l'intelligence de Sébastien Lecornu, c'est pas seulement d'être allé chercher les socialistes, c'est de ne pas les avoir isolés, d'avoir continué à discuter avec les écolos, une partie des communistes, pour que, in fine, la non-censure par les socialistes ne leur coûte pas un isolement. Et donc le fait de ne pas avoir censuré un budget qui demain peut-être passera sans finir isolé, ça montre que le Parti socialiste n'est pas dans une ornière stratégique absolue, même si, comme disait un philosophe du Poitou, avant l'élection présidentielle, la route est droite, mais la pente est forte. Oui, juste un Je crois l'avoir reconnu. Juste un mot par rapport à ce que disait Wally sur l'enjeu pour les socialistes de se distinguer de la France insoumise. Il y a eu un petit couac que moi je trouve énorme. Il y a 3 jours, quand il s'est agi de voter à l'Assemblée nationale pour inscrire les frères musulmans comme organisation terroriste, la gauche a voté contre comme un seul homme. Comme un seul homme. C'est pas un petit sujet. Ce qui veut dire que, confronté à des difficultés existentielles, philosophiquement, vous aurez une proportion de candidats socialistes qui diront finalement, on n'est pas si éloigné que ça de ce que pense la France insoumise. Alors justement, la France insoumise, écoutez, ça va vous mettre un peu dans le bain, là. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. La nouvelle France, la voici. La voici. La voici. C'est nous tous. La première chose, c'est que ces élections sont importantes. Et d'ailleurs, il présente énormément de candidats, beaucoup plus que d'habitude. Première chose, ça préfigure la présidentielle. Et puis deuxièmement, c'est le grand remplacement. Il reprend à son compte l'expression d'Éric Zemmour, mais pas tout à fait avec le même contenu, en disant voilà, il faut que les générations passent, changent et migrent d'une certaine façon. Voilà, en gros, c'est la politique de la terre brûlée. Voilà. À la fois d'un point de vue tactique électoral, en présentant systématiquement des candidats quitte à faire perdre la gauche, mais ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de montrer qu'il est en position de force pour préparer l'échéance suivante, l'échéance présidentielle. Et puis, il n'y a plus aucune limite, donc il reprend à son compte cette théorie du grand remplacement. Alors, comme il est habile, il ne dit pas c'est le grand remplacement des Français de souche par des Français issus de l'immigration. Il dit c'est le grand remplacement, c'est le remplacement d'une génération par une autre. Alors il dit ce sont nos enfants. En l'occurrence, là, c'est plutôt nos voisins, mais le message subliminalement, il est très clair. Et d'ailleurs, l'assistance est un peu interloquée, et puis ensuite, elle réagit en applaudissant. Donc, je pense que ça préfigure un petit peu ce que va être cette campagne, c'est-à-dire un Jean-Luc Mélenchon et une France insoumise qui ne se met pas beaucoup de limites. Oui. Oui, pardon, Judith. Sauf que, comme d'habitude, Mélenchon adoucit son discours au fur et à mesure qu'on s'approche des échéances. Or, là, il prend clairement les Français pour des imbéciles, en revenant sur ce qu'il a lui-même dit, à savoir vive la France créolisée. Donc là, il était clairement question d'un remplacement de population et pas d'un remplacement de génération. Il fait comme si il ne l'avait pas dit. Et en même temps, vous avez M. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, qui explique à son auditoire que les élus de Seine-Saint-Denis doivent avoir la même couleur de peau que leurs électeurs. Wally, deux grandes villes,
où la France Insoumise, mais il n'y a pas que dans ces villes-là, mais sont tellement symboliques que on va aller regarder de très près, évidemment. C'est Marseille, qui est à portée d'élection, d'une certaine façon. Enfin, si on regarde bien aujourd'hui, c'est encore tout ça encore très incertain, mais quand même, de Sébastien Delogu, qui est le candidat de la France Insoumise sur place. Et puis à Paris, où pourrait jouer un rôle Madame Chikirou, qui ne veut pas faire cause commune avec Emmanuel Grégoire, qui est le candidat du reste de la gauche. En tout cas, ce sont effectivement deux villes où on a deux candidats bien identifiés, puisqu'ils sont des personnalités de la France Insoumise que l'on voit depuis plusieurs années. Sophia Chikirou, très proche de Jean-Luc Mélenchon, et Sébastien Delogu, qui est un personnage de l'Assemblée nationale à la fois marrant et sulfureux qu'on a pu voir ces dernières années. Alors ces deux personnalités-là, elles ne vont pas ravir la mairie de Marseille et celle de Paris. En revanche, elles vont jouer les troubles faits avec potentiellement une défaite à Paris du socialiste Emmanuel Grégoire et une défaite à Marseille potentiellement de Benoît Payan, le maire actuel. À Paris, c'est Rachida Dati qui pourrait en bénéficier. Et à Marseille, ça pourrait être Franck Alizio, le candidat du Rassemblement national. Effectivement, la stratégie de la France Insoumise, elle est claire. C'est de maintenir des candidats partout, quoi qu'il en coûte. Il y a une mairie qui pourrait, symbolique, que la France Insoumise pourrait remporter, c'est Roubaix, avec David Guiraud, qui est un député LFI et qui semble être en possibilité de remporter cette ville. Pour les autres villes, effectivement, maintenir des candidats au second tour, ou en tout cas réussir des fusions avec d'autres candidats de gauche pour avoir des représentants dans tous les conseils municipaux de France. Et l'objectif aussi, c'est les prochaines élections sénatoriales, qu'on oublie souvent et qui auront lieu en septembre prochain, où les grands élus voteront pour les futurs sénateurs. Il faut savoir que la France Insoumise n'a pas de groupe au Sénat, n'a même pas de sénateurs. Et l'objectif, effectivement, c'est de rafler des grands élus, des grands électeurs dans toute la France, pour permettre ensuite l'élection de sénateurs insoumis et de constituer un groupe au Sénat. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour la France Insoumise, cher Benjamin, puisque on s'aperçoit que cette année, c'est dire si l'avenir est quand même incertain, il y a une centaine de députés, je crois, qui candidatent au municipal. Oui. Et alors, s'ils voulaient se protéger pour l'avenir. Il y a des raisons diverses. Si vous voulez, d'abord, du côté de la FI et RN, il y a peu de personnel politique bien formé. Donc, si vous voulez gagner des mairies, vous devez les envoyer. Et il y a en effet, du côté des Insoumis et du côté du RN, des stratégies. L'enjeu sénatorial. Des municipales et des sénatoriales. Pour le RN, il s'agit vraiment de rentrer dans une logique d'implantation et de potentiellement rentrer dans des listes de droite pour demain hériter potentiellement de la mairie, avoir des grands électeurs, et puis le jour où le Sénat pourra poser problème à une majorité RN, pouvoir avoir des grands électeurs, des maires qui appellent leurs sénateurs en disant « là, tu arrêtes d'être contre l'union des droites, parce que moi j'ai du RN dans ma majorité municipale, et donc si tu commences à les fâcher, j'aurai plus de majorité ». Donc il y a une stratégie plus globale de pression sur le Sénat, de pression sur les sénatoriales. C'est pas idiot. Du côté de la FI, en effet, il s'agit de faire le croche-patte aux socialistes, tout bêtement, parce que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est toujours la même. Il parle très très fort, il est dans l'outrance, parce qu'il sait qu'il a un électorat très peu politisé, très abstentionniste. Et souvenez-vous la règle des 6 mois. 6 mois avant le scrutin, il devient le gentil professeur, l'homme qui incarne l'histoire de la gauche, et il élargit son électorat. Et à ce moment-là, effet vote utile, il finit à 20%. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait de concurrents. Si les socialistes trébuchent au municipal, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de concurrents. Et l'effet vote utile peut être anticipé. Du côté du centre, à la fois des LR, des socialistes et surtout des macronistes, il s'agit de prévenir une potentielle Bérésina en 2027. Si vous êtes député macroniste aujourd'hui, vous vivez dans la hantise de la dissolution et quoi qu'il arrive de 2027, parce qu'il y a des chances que ça ne se passe pas bien. Et donc dans ce cadre-là, avoir un fief local, avoir une mairie, c'est quand même beaucoup plus sécurisant qu'avoir un siège éjectable à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Guillaume, ce n'est pas une préfiguration de l'élection présidentielle, c'est municipal. En principe, non, puisque théoriquement, ce sont des élections où les poids, l'implantation locale joue beaucoup. C'est d'ailleurs
une des élections où les Républicains arrivent à peu près à sauver les meubles, alors qu'au niveau national, on voit que c'est très difficile parce qu'ils ont été marginalisés. C'est aussi valable pour les socialistes. Moi, je pense que là où ça préfigure peut-être la présidentielle, c'est effectivement avec cette prime à la radicalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'annonce, avec la position de la France insoumise, peut-être aussi avec celle du RN, c'est une logique de recomposition. Mais pour ça, il faut d'abord détruire, entre guillemets, l'ordre établi. Et c'est vrai que tout ça nous annonce probablement des échéances nationales qui seront assez radicalisées. Et face à ça, pour en revenir au sujet précédent, l'attitude responsable et accommodante des socialistes, ça va peut-être leur coûter cher, parce qu'ils vont être un peu à côté de la plaque par rapport à cette nouvelle grammaire, qui est une grammaire où même au niveau local, les partis radicaux imposent de plus en plus leur point de vue, comme Benjamin Morel vient de l'expliquer brillamment à l'instant. En 2020, il y avait eu un raz-de-marée, enfin pas un raz-de-marée, mais une progression des écologistes, notamment dans les grandes villes. Est-ce que là, on peut s'attendre à une progression de la France insoumise, par exemple ? La France insoumise part de tellement bas Oui. que même si elle faisait quelques élus, ça serait une progression formidable. Encore une fois, son but est bien sûr d'avoir des grands électeurs, de s'implanter partout où elle le peut, mais c'est l'objectif numéro 2 par rapport à l'objectif numéro 1 qui est de faire tomber les mairies socialistes. C'est vraiment la priorité absolue. Ça ne se dément pas. C'est d'ailleurs frappant parce que je disais tout à l'heure que Mélenchon avait l'habitude de lisser son discours à l'approche des échéances électorales. En termes stratégiques, il ne lisse rien du tout, c'est taper fort et viser le PS. C'est le but de son engagement et de son pari dans la France insoumise. Enfin, dès qu'il est sorti du Parti socialiste, c'est de faire tuer la peau du PS, le Parti socialiste. le remplacer. Le grand exactement. remplacement. Et où se situent les écologistes et le Parti communiste dans ce paysage? Le Parti communiste, ça fait quand même un bon moment qu'ils sont en difficulté. Et les écologistes, dont vous le rappeliez tout à l'heure, avaient réussi des dernières municipales en créant la surprise dans beaucoup de grandes villes de France. Ça s'annonce très compliqué pour eux. Pour le coup, autant à Lyon qu'à Bordeaux, que dans d'autres municipalités détenues jusqu'ici par les écologistes, il pourrait y avoir de grandes complications pour eux. C'est dû au fait que... ça, c'est les députés écologistes eux-mêmes qui l'avouent à demi-mot. C'est dû au fait que leur message est brouillé ces dernières années. Il y a quelques années, les écologistes, c'était l'écologie, le progrès pour les panneaux solaires, etc. Aujourd'hui, les écologistes, c'est une gauche radicale, proche de la France insoumise, souvent vue comme woke. Enfin, on a vu la personnalité de Sandrine Rousseau qui a émergé ces dernières années, qui a pris énormément de place dans le débat public. Aujourd'hui, les écologistes, dans l'opinion, c'est Sandrine Rousseau. Et c'est ce discours très clivant d'une gauche radicale, qui n'était pas le cas il y a quelques années, à l'époque où c'était Yannick Jadot, beaucoup plus modéré dans son expression, qui avait pris la tête du parti. Bien sûr. Alors, oui, pardon. Non, j'ajouterais volontiers à la liste des villes dont parlait Wally à l'instant, Paris. Parce que même si Paris est une ville tenue par une socialiste, Anne Hidalgo, c'est une politique très écologiste, en particulier vis-à-vis de la voiture ou vis-à-vis d'associations très activistes qui sont soutenues financièrement par la mairie. Et là aussi, on voit que ces choix assez radicaux peuvent être remis en question lors des prochaines municipales. Oui, bien sûr. Alors, en 2020, il y avait eu une forte abstention en raison de la crise sanitaire. Normalement, c'est une élection où il y a une abstention qui est plus faible, sauf à la présidentielle, il y a une bonne participation, on va dire. Est-ce que là, ça va être un indice aussi parce qu'on dit les Français, ils sont dégoûtés de la politique, ils prennent beaucoup de distance avec leurs représentants.
Bon, l'élection municipale, c'est un peu différent. Le maire reste un personnage apprécié, une personnalité appréciée des Français. Est-ce que là, ça va être un indice, l'abstention? Ça va être un indice de plusieurs choses en réalité. D'abord, on a quand même une forme de désaffection pour les élections locales. Pour une raison simple, c'est que l'électorat qui vote aux élections locales est souvent plus âgé et qu'il est très lecteur, notamment de la presse quotidienne régionale. On a quand même un affaiblissement de taux de pénétration et de la presse quotidienne régionale et de la perception des enjeux locaux par une grande partie de nos citoyens, de nos concitoyens. Quand vous vous informez sur les réseaux sociaux, en réalité, vous n'êtes pas informé de la vie de votre ville. Et donc on voit que ce taux de perception, il se réduit d'année en année. Et si je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ma ville, j'ai deux actions rationnelles. Soit je m'abstiens, hausse de l'abstention, soit je vote pour des enjeux nationaux. Et ça fait évidemment peur aux maires, parce que vous pouvez avoir le meilleur ou le pire bilan du monde. Si l'objectif de mon électeur, c'est de propulser Jordan Bardella à l'Élysée ou d'embêter Emmanuel Macron ou de sanctionner le Parti socialiste ou les Insoumis, in fine, quel que soit ce que je pourrais raconter, ça n'aura pas vraiment d'impact. Et donc, il y a deux éléments qui vont être intéressants. D'abord, taux de participation. Plus il est élevé, plus ça veut dire qu'on a des catégories sociologiques différentes qui interviennent. On parlait des écolos tout à l'heure. Ce qui a beaucoup aidé les écologistes la dernière fois, c'est la participation différentielle. Parce qu'une partie des personnes âgées qui d'habitude font l'élection n'étaient pas là. Et donc, électorat plus jeune, plus CSP+, électorat plus écolo. Et donc, évidemment, ça crée une situation quelque peu différente. De l'autre côté, il va falloir voir la nationalisation de l'élection, les enjeux stratégiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Si jamais vous avez une partie des électeurs qui décident de se déplacer pour des raisons nationales, à ce moment-là, on aura toujours des élections, mais ces élections-là, elles ne donneront pas forcément la même température. Attention quand même à ne pas avoir, dans la lecture qu'on aura à l'élection, une lecture trop grande ville. Souvenez-vous 2001, la gauche a gagné. Elle a gagné les grandes villes. Enfin, elle en a gagné quelques-unes, notamment Lyon et Paris. En revanche, l'année suivante, Lionel Jospin n'est pas au second tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas fait de lecture globale de cette élection qui était plutôt défavorable à la gauche. Idem pour les dernières élections. Merci, pardon, Benjamin, parce que Lionel Jospin a fait cette lecture, rappelez-vous, cours d'un voyage en Amérique du Sud, au Brésil. Il se trouve que j'y étais, et que la journaliste de l'AFP, qui comme d'habitude accompagne tous les déplacements ministériels, ayant fait son travail, c'est-à-dire ayant rapporté les déclarations, l'aveu de Lionel Jospin, c'était à Rio, à l'université de Rio, la gauche avait en fait perdu les élections. Ma consoeur a eu de graves ennuis. On lui a dit qu'elle ne serait plus emmenée sur les voyages du Premier ministre. Et les dernières élections municipales, la victoire des écolos, certes, mais Yannick Jadot ne fait pas 5%. Ouais. Donc attention de ne pas surinterpréter ces résultats et surtout pas de les surinterpréter, en effet, au regard du basculement de quelques grandes villes. Bien sûr. Alors, il y a une autre partie de la gauche, alors si, il y a les écolos dedans, parce qu'il y a Marine Tondelier et puis d'autres, sans doute, qui se sont réunis ce week-end à Tours, ville ô combien symbolique du congrès de Tours 1920, et qui se sont dit que c'était possible de faire des élections, enfin une primaire en tous les cas, d'une gauche assez protéiforme et assez difforme aussi. On va les écouter. Et nous décidons de ne pas nous focaliser sur toutes les raisons qui font que ça pourrait ne pas marcher. Et peut-être que ça ne suffira pas. Et peut-être que ça ne marchera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sans primaire, il n'y a aucun scénario où ça marche. Aucun. Toutes les personnes qui prétendent pouvoir se qualifier au deuxième tour seules vous mentent. Se mentent à elles-mêmes et mentent à leurs électeurs. Ça marche pas. Laurent Baumel, qui était à l'écran, il avait l'air assez dubitatif. Donc finalement, le 11 octobre, élection primaire, c'est Lucie Castet, si j'ai bien compris, qui va être en charge de cette organisation. C'est elle qui est en tout cas à l'origine de cette volonté. Peut-être rappeler qui est Lucie Castet d'ailleurs. Lucie Castet, ancienne candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon. Ouais. Tout à fait, qui avait pas fait long feu finalement. Ouais. Pour cette candidature. Et effectivement, c'est elle qui est à l'origine de cette volonté de rassemblement de la gauche. Et effectivement, ils avancent une date, en l'occurrence, que vous venez de rappeler. Et je trouve que la présence d'Olivier Faure hier et de Laurent Baumel à ce déplacement, comme le fait d'avancer une date, comme le fait d'avancer les modalités, comme les 500 parrainages de maires qu'il faudrait avoir pour participer à cette primaire, mettent la pression, de fait, quand même,
à ceux à gauche qui ne veulent pas de cette primaire. Au premier rang, Raphaël Glucksmann, qui est pour l'instant le mieux placé à gauche. Social-démocrate. Voilà, à part Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui ne participera pas à cette primaire en vue de se qualifier pour le deuxième tour. C'est assez intéressant, finalement, ce qui se passe à gauche, parce que je trouve que ça ressemble à ce qui s'est passé pour les Républicains lors de la dernière élection présidentielle, où vous aviez finalement tous les Républicains quasiment qui voulaient une primaire, à part Xavier Bertrand, qui était le mieux placé dans les sondages et qui a finalement dû se rallier à la primaire parce qu'il n'était pas non plus placé pour se positionner, pour se qualifier au deuxième tour. Et là, on a le même scénario à gauche, avec des personnalités de François Ruffin à Olivier Faure, en passant par Marine Tondelier, Clémentine Autain, etc., qui veulent cette primaire, mis à part Raphaël Glucksmann, qui est potentiellement le mieux placé parmi toutes ces personnalités pour essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas à quoi va mener ce projet de primaire. Je pense qu'elle aura lieu. Et je pense que si Raphaël Glucksmann ne bondit pas dans les sondages ces prochaines semaines, il devra subir probablement le même sort que Xavier Bertrand. Après, il y a d'autres questions, notamment au Parti socialiste, où Olivier Faure est allé hier à ce rassemblement sans avoir mandat du Parti socialiste. Vous savez qu'il y a plusieurs courants au Parti socialiste, parmi lesquels un est dirigé par Boris Vallaud, le patron du groupe à l'Assemblée, et l'autre par Nicolas Meyer-Rossignol. Nicolas Meyer-Rossignol est hostile à une primaire. Boris Vallaud n'est pas convaincu par la primaire, donc Olivier Faure, s'il veut que le PS participe à cette primaire, va devoir ramer en interne. François Hollande non plus. François Hollande non plus, tout à fait. Bernard Cazeneuve, qui n'est plus au Parti socialiste, n'y est pas favorable non plus. Voilà, mais en tout cas, une primaire donne quand même un élan. Si elle ne fait pas des gagnants à chaque fois, elle donne quand même un élan qui, à mon avis, devrait pousser certains à rallier cette idée dans les dernières semaines avant la primaire. Elle ratisse large, cette primaire, parce qu'il y a François Ruffin qui est dans l'affaire, il y a Clémentine Autain. C'est quand même des gauches très différentes, tout ça. Oui, ce sont des gauches différentes. Donc sur le papier ou sur la photo plutôt, ça apparaît comme étant un attelage qui peut être potentiellement gagnant. Le problème, c'est que il manque des gens qui sont tellement importants dans le paysage qu'on peut se demander à quel point c'est crédible. Vous avez cité Raphaël Glucksmann, vous avez cité François Hollande, Bernard Cazeneuve, et puis évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui lui ne veut pas d'une primaire et qui sera certainement candidat. Je pense que le succès de, globalement, une discipline de la gauche non éléphiste, que ce soit à travers une primaire ou à travers l'émergence d'un seul candidat, ça dépendra de la culpabilisation de ce camp-là en fonction des chances de succès du Rassemblement national. Je pense que c'est la seule chose qui peut les amener à s'entendre. Pour le reste, ils rêvent tous d'y aller. On pourrait aussi citer Cécile Duflot chez les écologistes, parce que Marine Tondelier est loin de faire l'unanimité. Elle a été élue par le parti, mais je crois qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de votants, et encore, je suis peut-être généreux. Donc, personne ne s'impose. Et la seule chose qui fait qu'ils pourraient se discipliner, c'est la peur de faire élire le RN. Et ça dépendra beaucoup des sondages des mois qui viennent. Et si on a peur de faire élire le RN, les gauches soi-disant irréconciliables, confèrent les manifestations d'indépendance du Parti socialiste vis-à-vis de la France insoumise, se réconcilieront, j'en prends le pari. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils iront toutes derrière Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Et les gauches irréconciliables, c'est chez les élus, assez peu chez les électeurs en réalité. Oui. Souvenez-vous, juste avant, on était juste après les européennes, ils étaient à couteau tiré, et on était après le 7 octobre. Il y a 80% des électeurs de gauche qui voulaient l'union. Et les appareils ont d'une certaine façon cédé à cette demande d'union l'avant-veille des dernières élections législatives. Donc l'électorat de gauche est très cohésif. Il y a des reports de voix intergauche très importants. Alors qu'en cas de second tour RN contre socialiste la dernière fois aux dernières élections législatives, il y a un électeur macroniste sur 2 qui vote pour le socialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les reports du centre vers le PS sont faibles. Les reports intergauche sont très bons. Et donc par définition, ça crée une cohésion. Est-ce que ça fait une bonne primaire? Pas nécessairement. Le modèle des primaires, ça marche dans le modèle américain parce que vous avez 2 électorats, 2 blocs, et donc à partir de là, c'est relativement fonctionnel. Mais dans les systèmes multipartites,
en Italie, on a essayé, etc. Ça marche en fait assez mal. Les partis ont cru trouver une sorte de panacée en utilisant les primaires il y a quelques années. Ils se sont tous fait harakiri là-dessus, que ce soit le PS ou à l'époque le MP et les LR. Aujourd'hui, ces partis sont trop affaiblis et paradoxalement, la primaire devient la seule façon d'arriver à construire un agrégat électoral suffisamment important pour propulser un candidat au second tour. Mais normalement, le rôle d'unification d'un électorat, le rôle de financement d'une campagne. Parce qu'au fond, ça sert à quoi une primaire? Ça sert, quand vous avez une caisse de guerre, à l'attribuer à quelqu'un pour qu'il puisse faire campagne et qu'il puisse porter cette bataille. Si jamais vous n'avez pas de caisse de guerre, vous aurez demain toujours 30 candidats et vous aurez fait une primaire dans votre coin. Souvenez-vous, la dernière fois, la primaire populaire à gauche. Donc Christiane Taubira est sorti vainqueur et ne s'est pas présenté. Vous aboutissez là-dessus. Donc si vous arrivez à vous mettre d'accord sur l'attribution d'une caisse de guerre, à ce moment-là, ça peut avoir un sens. Sinon, au fond, vous aurez toujours un gros poids Mélenchon. La difficulté de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il n'a pas de grosse caisse de guerre. Donc, en effet, si jamais il n'a pas le ralliement du PS derrière, il est mort. Donc, il peut être amené à rentrer dans cette configuration-là. Mais si jamais vous n'avez pas ça, si jamais vous n'avez pas des appareils qui s'engagent à porter une candidature, a priori, c'est mort. De toute façon, ça crée un effet de fragilisation. La question qui se pose à gauche, elle se posera également au centre. Elle se posera également probablement à droite. C'est le symptôme de la faiblesse des grands partis. D'ailleurs, s'il y a une primaire, cher Wally, à gauche, mais aussi à droite, qui désigne un candidat, s'il y a il y aura en même temps le budget, ça risque de créer des tensions terribles, parce que tout le monde ne sera peut-être pas nécessairement d'accord. Non, mais ça va être, on l'a dit tout à l'heure, ça va être un bazar pas croyable. Je pense que autant à gauche que dans le bloc central, tout peut très bien exploser au moment du budget. Et pour revenir sur la gauche, en fait, la difficulté, c'est qu'effectivement, la primaire n'est pas la panacée, n'est pas la solution gagnante, mais il n'y a personne à gauche, pour l'instant, qui émerge et qui puisse permettre au peuple de gauche d'espérer une victoire au second tour. Raphaël Glucksmann, dans les meilleurs sondages, il est à 13-14%. Jean-Luc Mélenchon, il est pour l'instant pas non plus qualifié au second tour. Il peut être entre 14 et 18%. Les autres, Olivier Faure, Marine Tondelier, ils sont à moins de 10, 4 ou 5%. Donc en fait, la primaire, s'ils arrivent à se rassembler autour d'une primaire, est la seule solution pour eux d'arriver à créer quelque chose. Et dans ce cadre-là, dans la situation internationale que l'on connaît, etc., François Hollande, dont on parle beaucoup ces derniers temps, pourrait, on n'en parle pas en tant que candidat, mais on en parle en tant qu'ancien chef de l'État de gauche, dernier président de la République de gauche, pourrait avoir une carte à jouer. Bien sûr. On est arrivé à l'heure de nos coups de cœur et coups de griffe. On va commencer par vous, Judith. D'accord. On va commencer par coup de griffe. Alors, coup de griffe, c'est pour cette délégation de la mairie de Paris, incluant Anne Hidalgo, dans un avion, on voit l'image actuellement, en route pour visiter les camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau, se fait un selfie hilar. L'homme qui tient l'appareil, c'est Jean-Luc Romero, qui est un élu socialiste. Élu socialiste faisant partie de la majorité d'Anne Hidalgo, chargé des droits humains. Jean-Luc Romero est un militant homosexuel. Les homosexuels ont été pourchassés par les nazis qui en ont déporté, torturé énormément. Il faut vraiment n'avoir aucune conscience qu'on s'adresse à l'extérieur. Il faut vraiment être complètement dans l'entre-soi pour poster sur les réseaux, le faire. Mais le poster au vieux au su sur les réseaux sociaux, c'est vraiment que sa sphère intellectuelle se réduit à ses copains, sa bande de copains. Et on voit la maire du 8e, là, Madame Dosser, qui n'est pas socialiste, elle. Qui se présente en dissidente, car elle n'a pas été, sa candidature n'a pas été adoubée par Rachida Dati. Et entre Madame Hidalgo et Jean-Luc Romero, c'est Monsieur Germain, si je ne m'abuse, qui est le compagnon de Anne Hidalgo, je crois. C'est lui. Alors donc ça, c'était pour votre coup de griffe. Alors le coup de cœur, c'est pour Gérald Darmanin,
qui vient de dire à LCI, je crois, qu'il était favorable à un moratoire sur l'immigration de 2 ou 3 ans, Oui. le temps d'intégrer les populations d'origine étrangère qui sont déjà sur notre sol. Alors je voulais saluer les efforts de Gérald Darmanin pour progresser, pour évoluer dans le domaine de l'immigration. Il va même jusqu'à parler d'un référendum, de demander son avis au peuple. Je me rappelle que, mais il fait ça de manière très progressive. En 2022, il avait donné une interview au JDD où il arrivait à dire dans la même phrase, ou en tout cas dans la même interview, 55% des délinquants arrêtés à Marseille sont d'origine étrangère et ne comptez pas sur moi, petit-fils d'immigrés, pour faire le lien entre délinquance et immigration. Donc il y a de l'espoir, il progresse. Très bien. Wally. Coup de cœur, alors c'est très personnel, Oui. coup de cœur sur la fin des débats budgétaires parce que ça oui. fait des mois que ça dure. Il faut et qu'on dire en que peut Wally est plus. quand même le spécialiste au journal de la vie parlementaire et qu'il a écrit à ce titre d'ailleurs un livre que je vous recommande, Le Bourbier. Le Palais Bourbier, pardon, Palais Bourbon, Palais Bourbier, qui est une chronique en fait de la vie à l'Assemblée nationale de ces derniers mois. Et on était en plein dedans là, sur ces débats parlementaires, donc pas mécontent qu'on en voit le bout. Sur le coup de griffe, oui, j'ai choisi le coup de griffe sur la niche parlementaire des Républicains qui a eu lieu la semaine dernière, coup de griffe pour le comportement de la gauche. Et de la gauche unie, pour le coup, hein, Judith, vous en parliez tout à l'heure, du Parti Socialiste à la France Insoumise, qui a fait de l'obstruction parlementaire du matin au soir et qui a fait échouer à 1 minute près l'adoption d'un texte sur la légitime défense des forces de l'ordre qui était proposé par le groupe de Laurent Wauquiez. Ça commence, cette obstruction parlementaire, à quand même créer des difficultés à l'Assemblée nationale parce que ces niches parlementaires, il faut savoir que c'est le seul moment où les oppositions peuvent inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée leur texte. Donc c'était le seul moment où LR a pu inscrire ses textes et ça a été complètement... un pugilat. Voilà, ça a été un pugilat, ça a été une guérilla parlementaire orchestrée par la gauche et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Tous les partis s'en saisissent de cette obstruction parlementaire et peut-être qu'il faudrait restreindre le droit d'amendement. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense qu'il pourrait y avoir des réformes pour calmer ce genre d'obstruction. Guillaume. Alors, mon coup de griffe, c'est pour la CDHR. Je prends mon papier pour ne pas dire de bêtises. C'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. Ça s'appelle un impôt sur les riches, en bon français. Ça a été proposé par Michel Barnier, comme quoi on n'a pas que des bonnes surprises dans la vie. Et ça a été mis en place ensuite par François Bayrou, puis repris par Sébastien Lecornu. Les technocrates de Bercy attendaient de cet impôt supplémentaire sur les riches 1,6 milliard. En 2024, ça en a rapporté 650 millions. Et pour cette année, ils attendaient 1,6 milliard à nouveau et ça va rapporter 400 millions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un pays ouvert, avec en plus le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde, à chaque fois que vous voulez augmenter l'impôt sur les plus riches, ceux-ci font des arbitrages fiscaux pour éviter d'être taxés. Et on espère que les gens qui nous gouvernent vont enfin comprendre ça. Bien sûr. Voilà pour mon coup de griffe. Très bien. Coup de cœur ? Mon coup de cœur pour un sénateur que vous ne connaissez peut-être pas, pourtant il est vice-président du Sénat. Il s'appelle Loïc Hervé. C'est un centriste. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord chez lui. Par exemple, il reproche beaucoup à la droite de s'aligner trop sur le Rassemblement national, sur les sujets comme l'immigration. Mais c'est un homme de conviction, et notamment, il était très opposé à la loi sur la fin de vie. Et il a fait un travail de fond en auditionnant un certain nombre de représentants des professions de santé. Il a voulu convaincre ses collègues un par un. Et le résultat des courses, c'est que le Sénat a rejeté le projet. Et je pense que c'est intéressant de savoir qu'on a des parlementaires qui ne sont pas forcément les stars du petit écran, mais qui font un travail de fond conforme à ce qu'ils croient profondément. Donc le texte là est reparti à l'Assemblée nationale ? Exactement, puisque le Sénat l'a rejeté en bloc. L'a rejeté. Alors, Benjamin.
Coup de griffe ou coup de cœur? Coup de griffe. Alors, coup de griffe, je vais commencer par Emmanuel Macron qui a repris ses lunettes de soleil ces derniers jours pour nous annoncer qu'il allait faire passer la PPL sur les écrans, la proposition de loi sur les écrans, en procédure accélérée. Bon, très bien, c'est une petite proposition de loi, mais malgré tout, elle est importante et les parlementaires avaient commencé à travailler dans un timing qui était un timing normal. La procédure accélérée, c'est encore la joie des constitutionnalistes, hein, c'est l'article 39 de la Constitution, ça permet en fait de sacrifier une lecture et de faire sauter à peu près tous les délais. Si vraiment Emmanuel Macron croit dans ce sujet, et je pense qu'en effet ce sujet est important et que la proposition de loi en question n'est pas folle, eh bien il faut passer du temps à débattre. On peut discuter est-ce que vraiment ici c'était approprié ou pas, mais dans tous les cas, il faut comprendre que si on a une procédure parlementaire qui va trop vite, eh ben on écrit mal le droit. Et si on l'écrit mal, ça signifie deux choses. D'abord, vous donnez du pouvoir aux administrations pour l'interpréter en faisant des décrets d'application, aux juges quand c'est écrit avec les pieds, et de l'autre côté, eh bien, vous vous obligez à reproduire ensuite le même texte 2 ans plus tard pour arriver à corriger les scories. On meurt aujourd'hui de cette vitesse parlementaire et de cette construction qui souvent est mal faite. Sur un sujet qui se veut aussi emblématique, faire preuve d'une telle légèreté pour l'annoncer m'apparaît assez problématique. Du côté du coup de cœur, Nathan Devers a proposé qu'on élargisse le scrutin de Paris à, en gros, l'approche banlieue. C'est pas possible d'un point de vue constitutionnel, on peut pas faire voter les habitants de banlieue pour la mairie de Paris. En revanche, ça revient à un débat qu'on a déjà eu, et d'ailleurs qui a été proposé lors des dernières municipales par Cédric Villani, qui est le cadre même de Paris. La plupart des grandes capitales ont grandi, et d'ailleurs Paris a grandi, elle a intégré ce qui naguère était sa banlieue pour arriver à avoir les configurations actuelles, et depuis le 19e siècle, elle n'a plus vraiment bougé. Une ville, quand vous faites un choix électoral, implique que l'endroit où vous vivez et l'endroit où vous travaillez soient dans le champ de votre appréciation électorale. La plupart des gens qui travaillent sur Paris aujourd'hui n'y vivent pas. Et ça pose un vrai problème démocratique, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des politiques menées par la ville de Paris, la mairie de Paris. Je ne dis pas forcément la maire actuelle, ce serait la même chose avec quelqu'un d'autre, mais qui touchent des gens qui n'ont pas leur mot à dire. Et donc, il faut repenser aujourd'hui clairement le cadre de Paris. J'ai 2 marottes sur Paris, c'est le cadre et la question du beau, qui, à mon avis, gagnerait à être considéré, parce que la laideur aujourd'hui est un vrai problème, pas qu'à Paris. Ces 2 sujets arrivent un peu sur le devant de la scène lors de ces élections municipales, ce qui fait moi de quelqu'un d'assez heureux. Alors, la proposition de Nathan Devers, qui est un essayiste, on mettrait où la frontière? On repousserait jusqu'où? Là, je crois qu'il faut rentrer dans une discussion à la fois avec des géographes et également avec les élus, tout bêtement, parce qu'il faut arriver à mettre en place ce qu'on appelle une réflexion sur le bassin de vie, sur les différentes je dirais, liaisons qui peuvent être construites en matière de transport, de travail, etc. Je pense que clairement, d'un point de vue instinctif, c'est la petite couronne qu'il faut intégrer. Et donc là, reconstruire un modèle d'arrondissement qui peut être un peu différent, mais aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent dans la petite couronne, eh bien, n'y travaillent pas, ou ils travaillent à l'autre bout de la petite couronne, ce qui pose des problèmes également de transport, de communication, et ils sont obligés de passer par Paris. Et on ajoutera que cette année, le vote municipal va changer à Paris, à Lyon et à Marseille, puisqu'on va voter PLM. 2 fois. On votera une fois pour les conseillers d'arrondissement ou les conseillers de secteur, et une fois pour les conseillers de la ville, de l'ensemble de la ville. Donc ça sera une donne un peu différente. Ça sera intéressant d'ailleurs d'analyser les écarts. On s'attend à des écarts de vote. Ça peut être très différent. Ça peut être très différent. Et ça change fondamentalement la donne électorale. Rachida Dati n'aurait aucune chance de devenir maire de Paris avec l'ancien mode de scrutin. Le nouveau, qui avait son approbation pour le moins, et qui a peut-être participé à son entrée au gouvernement, là, lui donne une petite chance. Merci à vous 4, merci à tout le monde de nous suivre avec fidélité pour le Club Politique, et on se retrouve lundi soir prochain, pour de nouveaux débats, probablement encore autour du budget et de l'attitude des uns et des autres. On verra ce que nous réserve l'avenir. Bonne nuit.